ce midi pour vous parler d'un volet d'un projet qu'on a mené sur les mythes et préjugés sur les agressions sexuelles au Québec. Puis je suis d'autant plus contente que ça s'inscrive dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Donc c'est tout à fait d'actualité. Là, vous le voyez pas, mais j'ai mis mon petit ruban blanc ici. Alors, ben merci pour l'invitation aussi de la chaire de me permettre de présenter ces données-là aujourd'hui. Je dois quand même préciser que, comme je le disais, c'est le volet d'un projet plus large, en fait, qui est dirigé, en fait, qui est un projet de la chaire. Le projet plus large, dirigé par Manon Bergeron, et une étude qui est financée par le Secrétariat à la condition féminine du Québec. Donc, oui, je veux prendre quand même quelques secondes pour... donc, Manon qui aurait aimé être avec moi aujourd'hui pour présenter les données, mais elle est avec nous en pensée et aussi souligner aussi deux co-chercheuses sur le projet, ma collègue Dominique Trottier de l'UQO et aussi Sandrine Ritchie, là, qui ont travaillé avec moi sur ce projet. Euh, je voulais aussi en profiter pour remercier des personnes dont le soutien a été vraiment précieux. Isane Féti, Mélanie Saint-Hilaire, Catherine, Mick Bouchard, qui ont apporté là, leur soutien comme professionnels de la chaire à cette enquête-là. Merci. Alors, je vais parler vite peut-être, je vais faire attention, mais j'aurais tellement de choses à vous dire aujourd'hui. Je veux me limiter. On est limité dans le temps. Je vais limiter mon enthousiasme. Mais donc, avant d'aller plus loin pour vous présenter les données de cette enquête-là, évidemment, j'ai envie de voir quelques définitions avec vous sur de quoi on parle quand il est question de mythes et de préjugés, particulièrement quand il est question d'agression sexuelle, puis pourquoi on devrait s'intéresser à cette réalité-là, particulièrement dans la population. Bien, de base, quand on parle d'un mythe, de façon générale, on va vraiment référer à une croyance qui est collective, qui va structurer la compréhension qu'on a d'un phénomène. Donc, quand on parle d'un mythe, c'est vraiment une croyance qui, oui, peut être individuelle, mais qui va être érigée collectivement, puis qui va nous permettre même si c'est de manière simplifiée ou sans fondement, essayer de comprendre un phénomène. Donc, par exemple, quand il s'agit de l'agression sexuelle, on pourrait dire, ben, les agressions sexuelles sont commises par des étrangers, des inconnus. Donc, c'est une façon simpliste et erronée là, de comprendre le phénomène. Quand il est question du préjugé, on est aussi dans le registre de la croyance, mais plus comme une opinion qui est préconçue, qui reflète un parti pris, mais qui est habituellement négative et qui va viser un groupe en particulier. Donc, quand il est question d'agression sexuelle, on pourrait dire, ben, les femmes vont mentir souvent sur des agressions sexuelles dans le but de se venger. Donc, c'est un préjugé face à ce groupe-là. Donc, c'est des notions, puis on pourrait parler aussi de stéréotypes, de biais, mais c'est des notions qui sont enchevêtrées, mais qui sont quand même distinctes. Mais dans le cadre de notre étude, puis la présentation aujourd'hui, je vais faire davantage référence aux mythes et préjugés sur l'agression sexuelle. Plus particulièrement sur des mythes et préjugés en lien avec l'agression sexuelle, on va reconnaître dans la littérature qu'il s'agit de fausses croyances concernant les violences, les agressions à caractère sexuel et qui sont étudiées comme, souvent en anglais, on va voir rape myth, donc les mythes sur le viol. Donc au Québec, au Canada, là, on va davantage parler de mythes sur l'agression sexuelle. Donc, aussi, ne pas confondre le mythe du viol, là, qui serait une formulation à éviter parce que ça sous-tend que le viol en soi est un mythe, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc, les mythes sur l'agression sexuelle, c'est des croyances qui vont venir influencer la manière dont, soit personnellement, mais aussi collectivement, on va percevoir ce qui constitue ou non une vraie agression sexuelle. Qui sont les personnes qui commettent ces agressions et quelles sont les caractéristiques des personnes qui les subissent? Donc, c'est vraiment des croyances qui ne vont pas résister à l'épreuve des faits. Donc, quand on les confronte aux connaissances scientifiques, ce sont des croyances qui ne tiennent pas la route. Et on va reconnaître qu'elles vont s'inscrire même plus largement dans ce qu'on va appeler la culture du viol, hein, ce concept issu de la sociologie féministe qui, dans sa définition même, va inclure la notion de mythe.
hein. Donc, un ensemble de pratiques, de croyances, d'attitudes, de mythes qui vont avoir tendance à tolérer, banaliser, voire encourager les agressions sexuelles. Vous voyez, j'écris considéré comme préjudiciable. On va y revenir, mais ce qui est pourquoi une des raisons pour lesquelles on doit s'intéresser aux mythes et préjugés sur l'agression sexuelle, c'est qu'on reconnaît que d'y adhérer entraîne un préjudice. Donc, j'y reviens avec vous. En matière de recherche, il y a un jalon important qui a été la création d'outils qui ont permis de mesurer, de documenter, de conceptualiser les mythes sur les agressions sexuelles, mais aussi leur impact. L'outil incontournable, là, la mesure étalon des mythes et préjugés sur l'agression sexuelle, c'est vraiment l'IRMA, le Illinois Rape Myth Acceptance Scale, qui va avoir conceptualisé les mythes et préjugés en quatre grandes catégories. Mais la limite de cet outil-là, même si c'est un outil qui est bien reconnu, c'est que c'est un outil qui va s'intéresser à des mythes qui concernent les agressions sexuelles seulement commises par des hommes envers des femmes. Donc, même si on reconnaît que c'est une grosse proportion du phénomène, ça a la limite quand même d'exclure d'autres formes de violences sexuelles qui pourraient être subies ou commises là, autrement qu'un homme envers une femme. Les principales catégories de mythes sur les violences ou les agressions à caractère sexuel vont porter dans un premier temps sur les agressions sexuelles elles-mêmes, donc les circonstances dans lesquelles elles surviennent, et vont être des croyances qui vont avoir tendance à minimiser ou à nier la gravité de ces agressions-là, souvent soit en invoquant l'absence de brutalité, de violence physique ou encore de résistance de la part de la victime. Une autre catégorie importante de mythes va porter sur les agresseurs et c'est des croyances qui vont avoir tendance à diminuer la responsabilité des personnes qui commettent les agressions sexuelles, soit en justifiant ces agressions-là par l'absence là, d'intention malveillante ou encore en raison de l'intoxication, soit de la victime ou de l'agresseur. Donc, on va venir minimiser la responsabilité. Et différentes catégories de mythes vont porter plus spécifiquement sur les victimes elles-mêmes en représentant des conceptions assez stéréotypées des femmes et vont refléter des croyances qui tendent à croire que la victime va être responsable de l'agression qu'elle a subie, que ce soit en raison de son comportement, de sa tenue, des choix qu'elle a pu faire. Et une autre catégorie qui vise les mythes, ben les mythes qui visent les victimes, oui, c'est des croyances que plusieurs accusations d'agression sexuelle sont fausses ou inventées et que les personnes vont mentir pour se venger ou obtenir un avantage. Donc, c'est comme ça qu'on les conceptualise principalement à l'heure actuelle, les mythes et préjugés sur l'agression sexuelle. Euh, voilà. Mais ce sur quoi j'avais envie d'insister un petit peu plus, c'est de mettre de l'avant à quel point ces mythes-là vont vont viser les victimes, vont converger à stigmatiser les personnes victimes d'agressions, de violences à caractère sexuel. Donc, plus ou moins explicitement, ça va être des croyances qui vont perpétuer l'idée que les personnes victimes de violences sexuelles ou d'agressions sexuelles sont en partie responsables de ce qui leur est arrivé, vont avoir tendance à placer la responsabilité de l'agression sur la victime plutôt que sur la personne qui a agressé. Et donc, les personnes vont être blâmées, euh, notamment de ne pas s'être assez méfiées, d'avoir été imprudentes face au risque d'agression ou qu'elles n'ont pas assez résisté. Ou encore, comme je le disais tout à l'heure, des mythes, des croyances qui vont encourager l'idée de la femme menteuse et donc qui va se fonder sur la prémisse que les fausses allégations, c'est un phénomène qui est répandu, alors que c'est pas la réalité. En fait, on n'a pas de données qui vont dans ce sens-là. Donc, c'est important pour moi de le mettre de l'avant, d'autant plus quand on connaît les obstacles qui se posent pour les personnes victimes à, à
dévoiler, à aller chercher de l'aide, à signaler la situation qu'elles ont vécue. Euh, voilà, je voulais mettre ça de l'avant ce midi. Ça nous amène à parler du scénario stéréotypé de la bonne victime qui serait crédible, hein, parce que euh, l'ensemble des mythes relatifs aux victimes de violences sexuelles, comme ceux que je viens d'évoquer, bon, vont prendre racine dans des croyances sexistes qui vont amener à construire une représentation hein, de la façon dont une personne devrait se comporter avant, pendant, puis après une agression sexuelle. Puis les stéréotypes sur lesquels se fonde ce mythe-là de la bonne victime, ben, inclut notamment le fait d'être de bonne réputation, d'avoir communiqué clairement, le fait qu'elle ne désirait pas le comportement sexuel, le fait d'avoir résisté face à l'agresseur, d'avoir porté plainte ou d'avoir signalé rapidement la situation. De ne pas continuer à avoir de contact ou de lien avec l'agresseur, et en plus, si la personne signale, ben, d'être en mesure de livrer un témoignage qui est sans hésitation, sans trou de mémoire. Euh, c'est vraiment un scénario stéréotypé là, qui a été mis de l'avant par différents chercheurs, chercheuses, notamment au Québec, Michael Lessard, Suzanne Zacour, mais on sait bien que c'est un scénario qui est stéréotypé et qui a bien peu à voir avec la réalité de la majorité des victimes d'agressions sexuelles. Je vous parlais tout à l'heure que les mythes, dans leur définition même, on reconnaît qu'ils sont préjudiciables. Ben oui, il y a des conséquences de l'adhésion à ces mythes-là. La réalité, c'est que tout le monde, vous et moi inclus, on est susceptible d'adhérer plus ou moins à des mythes et préjugés sur les agressions sexuelles. Et cette adhésion-là est associée à des impacts négatifs. Euh, sur les personnes victimes elles-mêmes. En fait, les personnes victimes peuvent elles-mêmes adhérer à des mythes et préjugés, mais également toutes les personnes qui sont susceptibles de recevoir des confidences d'une personne victime, que ce soit dans un contexte professionnel ou non. Donc, des révélations d'un proche, d'une proche, mais aussi des personnes à qui des victimes peuvent demander de l'aide, que ce soit des professionnels ou des acteurs, actrices du système de justice, donc l'ensemble de la société. Donc, ça concerne tout le monde. Donc, de manière générale, c'est reconnu que, en plus de contribuer à la probabilité de commettre de la violence sexuelle, l'adhésion au mythe, ben, peut entraver la reconnaissance de la violence sexuelle subie chez les victimes, donc favoriser le phénomène de non-reconnaissance de l'agression sexuelle, porter atteinte aux victimes en les responsabilisant pour les gestes subis, alors qu'on sait à quel point, hein, c'est bien documenté, les victimes de violences sexuelles vont se blâmer, se culpabiliser pour ce qu'elles ont vécu, vont venir banaliser évidemment la gravité de cette violence-là, déresponsabiliser les agresseurs, vont faire obstacle au signalement et vont compliquer l'accès à la justice. D'ailleurs, quand on fait des études auprès des personnes victimes de violences sexuelles, cette peur de ne pas être crues, de penser qu'elles ont menti, ce sont des raisons invoquées par plusieurs victimes pour expliquer le fait qu'elles n'ont pas entamé de démarche ou de signalement. Et aussi, on va parler beaucoup de la victimisation secondaire en lien avec les mythes et préjugés, hein, parce que ce soit intentionnel ou non, subtil ou explicite, toutes les réactions, les comportements négatifs euh, euh, à la suite d'allégations, de révélations d'agressions sexuelles peuvent entraîner ce qu'on appelle la victimisation secondaire. Donc, tout ce qui est de l'ordre des conséquences indirectes de la victimisation qui vont être infligées là, par l'entourage ou, comme on le disait tout à l'heure, les acteurs, actrices du système de justice, les professionnels en lien avec des attitudes négatives, notamment envers les victimes. Donc, on voit bien à quel point l'adhésion aux mythes et préjugés là, est vraiment quelque chose à documenter et éventuellement à contrer. Excusez-moi, j'ai une souris très sensible. Donc, euh, pourquoi mener une étude sur les mythes et préjugés sur l'agression sexuelle? Juste cette question-là, je pourrais vous en parler longuement. En fait,
Ben, déjà, il existe d'autres études d'ailleurs dans le monde similaire qui ont permis de brosser un portrait de l'adhésion aux mythes et préjugés auprès de différentes populations, alors qu'on n'avait pas ce type de données, euh, disons, solides au Québec ou au Canada. Oui, on documente l'adhésion aux mythes et préjugés un petit peu ici au Québec. On a quelques études qui l'ont fait, mais surtout auprès de populations étudiantes. Donc, ça nous permet pas un portrait tout à fait juste de la situation, ou en tout cas du moins limité, devrais-je dire. Puis, en fait, il y a des personnes dont je fais partie qui ont déjà eu le discours de, ben, euh, franchement, au Québec, on est un peu ailleurs relativement à ces problématiques-là. On est plus avancé. Il y a eu toutes sortes de prises de parole de victimes, des mobilisations féministes qui ont amené une prise de conscience sociale importante relativement aux agressions sexuelles. Ça s'est même reflété par des actions gouvernementales, des changements législatifs. Donc, cette idée que, ben, euh, qu'on a déjà au Québec un niveau de tolérance collective très faible face aux violences sexuelles. Puis, ben, avec des discussions avec des collègues, ben, parfois, c'est une vision qui a été confrontée. Puis, j'en suis arrivée, moi aussi, à adopter l'hypothèse qu'il peut y avoir un certain paradoxe à discuter largement de violences sexuelles, d'agressions sexuelles dans l'espace public et que ça peut, en fait, engendrer un contre-coup, hein, un certain backlash qui pourrait avoir pour effet de renforcer certains mythes. Donc, plus on en parle, oui, d'un certain côté, on fait avancer la prise de conscience collective, mais aussi, d'un autre côté, on peut renforcer des mythes et préjugés. Euh, Puis la réalité, c'est que malgré ces avancées-là, la prévalence des agressions sexuelles, elle reste stable dans le temps. Les dénonciations demeurent faibles, ça demeure le crime le moins dénoncé. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on se dit, il y a vraiment lieu de brosser un portrait de la situation chez nous au Québec. Évidemment, on aurait aimé ça pouvoir, c'est la première étude qu'on a menée sur le sujet, ce que je vais vous présenter. Donc, on peut pas parler d'évolution. Peut-être qu'il y aura d'autres études. On va mener à nouveau cette étude-là, peut-être dans le futur, pour nous permettre de voir s'il y a une évolution. Mais pour le moment, ce qu'on souhaitait, c'était d'examiner vraiment le niveau d'adhésion aux mythes et préjugés sur les agressions sexuelles dans la population québécoise. Donc, c'était les objectifs là, de cette enquête-là. Donc, vous voyez le beau visuel du rapport synthèse qu'on a publié cet été, qu'on a diffusé avec des données préliminaires. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui là, certains éléments là, des résultats, certaines données de cette enquête-là. Puis, autant pour l'étude que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je souhaitais documenter l'adhésion aux mythes et préjugés liés aux agressions sexuelles, mais aussi d'identifier quelles sont les caractéristiques, particulièrement au plan socio-démographique, qui sont davantage associées à cette adhésion-là. Je vais vous présenter quand même brièvement l'étude pour bien contextualiser, mais je vais passer rapidement sur certains aspects. Si vous avez des questions à la fin, ça va me faire plaisir là, de répondre peut-être plus précisément. Mais nous, ce qu'on visait, c'était vraiment d'avoir un échantillon représentatif de la population québécoise, donc les personnes québécoises âgées de 15 ans et plus qui peuvent s'exprimer en français ou en anglais. Donc, ça représentait là, plus de 7 millions là, de personnes au Québec qu'on voulait rejoindre. Donc, c'est la population qu'on souhaitait représenter. Et on a réalisé une enquête populationnelle l'année dernière, du 11 novembre au 8 décembre 2024. Et on a réussi à rejoindre, en fait, notre échantillon est composé de 1222 personnes qui ont complété un questionnaire en ligne qui portait notamment sur les mythes et préjugés. Donc, nous, c'était très important d'avoir un échantillon représentatif probabiliste. C'est vraiment la manière dont on a procédé pour notre recrutement. Donc, les gens étaient sollicités par numéro de téléphone donc, une fois qu'on leur présentait l'étude, on leur envoyait un questionnaire
en ligne qu'ils pouvaient compléter. Donc, c'est 23%. Notre taux de réponse est de 23,3% là, parmi les personnes qui ont été invitées à participer, donc ce qui est assez comparable là, à d'autres enquêtes populationnelles. Puis je tiens quand même à le préciser, quand les gens ont été sollicités pour participer à l'étude, on les a invités à participer à une étude qui portait sur les croyances liées au consentement sexuel et des questions sur leurs expériences personnelles. Donc, vous allez voir pourquoi c'est important de préciser cet aspect-là, parce que ça peut avoir eu un effet peut-être sur la participation, un certain biais de participation. Donc, je ne souhaitais pas vous détailler de façon très précise le questionnaire qui a été complété, mais quelques mots là-dessus. Évidemment, les personnes complétaient, donc rapportaient, là, complétaient certaines informations liées à leurs données sociodémographiques parce qu'on voulait justement les mettre en lien avec l'adhésion. L'outil qu'on a utilisé pour mesurer les mythes et préjugés dans l'enquête, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, une version adaptée et traduite de l'IRMA. Donc, c'est 22 items qui permettaient de documenter différentes croyances erronées sur l'agression sexuelle. Mais comme je vous le disais tantôt, cet outil-là se limite à évaluer des croyances qui portent sur l'agression sexuelle commise par des hommes envers des femmes. Donc, on a adapté certains items, mais on en a surtout ajouté quatre, je vous les présenterai tout à l'heure, qui permettaient de documenter aussi des mythes qui concernaient d'autres situations que des agressions sexuelles commises par des hommes envers des femmes. Euh, Puis, c'est important quand même de dire que les gens devaient répondre à ce questionnaire-là, à cet outil-là, en fait. Pour chacun des mythes, qui, rappelons-le, étaient des énoncés erronés ou simplistes relativement à l'agression sexuelle, les gens devaient préciser leur niveau d'accord, à quel point ils sont en accord avec cet énoncé-là. Donc, il y avait une échelle en 5 points où les gens répondaient entre fortement en désaccord jusqu'à fortement en accord. Donc, un score plus élevé reflétait un niveau d'adhésion plus grand face à ces différents mythes-là. Nous, ce qu'on souhaitait faire dans l'enquête, dans cette étude-là, en fait, c'était de conceptualiser, de documenter à quel point les gens rejettent, à quel point les gens sont en désaccord face aux mythes et préjugés, parce que c'est ce qui est souhaité, c'est ce qui est attendu. Euh, on a documenté aussi les expériences de victimisation sexuelle dans l'enquête, qui étaient des données là, issues de l'enquête sociale générale de Statistique Canada. Donc, on documentait à quel point les personnes avaient vécu, ben, pas à quel point, si les personnes avaient déjà vécu des rapports sexuels forcés ou des attouchements sexuels non désirés. Euh, voilà. J'ai encore ma souris trop sensible. Voilà. Donc, quelques informations sur notre échantillon. Donc, vous voyez, il y a une certaine représentation. Donc, 48% d'hommes, 50% de femmes. On a quelques personnes issues là, des minorités de genre, mais c'était vraiment marginal là, dans notre échantillon. La moyenne d'âge, donc de 48 ans, qui se répartissait en différents groupes d'âge. Au plan de la scolarité, il y a une surreprésentation là, de gens qui rapportaient avoir un diplôme universitaire là, comparativement à ce qu'on retrouve dans la population générale, mais c'est assez commun dans les enquêtes. Donc, ces personnes-là sont plus à même de participer à des études. 19% provenaient de la grande région métropolitaine de Montréal. C'est plus de 90% des personnes de notre échantillon qui rapportaient une orientation sexuelle hétérosexuelle. 12% de l'échantillon rapportait être aux études au moment de l'enquête. 90% étaient nés au Canada, 2% s'identifiaient comme autochtones, 9% comme minorité visible et 19% se disaient en situation de handicap, donc avec une définition là, assez large là, de cette notion de handicap. Donc, c'est un peu un portrait très rapide de notre échantillon. Mais je voulais quand même vous présenter ce qu'on a obtenu comme prévalence de victimisation sexuelle rapportée. Je vous ai dit que c'était quelque chose qu'on documentait dans notre étude. Et donc, on est encore assez étonné par ces résultats-là, ces prévalences-là très élevées. Euh,
En fait, quand vous voyez, on a documenté le fait d'avoir vécu soit des rapports sexuels forcés ou des attouchements non désirés avant 15 ans, depuis l'âge de 15 ans et la combinaison des deux, donc à vie. Si on prend à vie, donc ça fait que c'est 45% de la population québécoise et là, les données étaient pondérées en fonction de l'âge et du genre. Et donc, 45%, c'est énorme, qui rapportent avoir vécu au moins une fois une situation d'agression sexuelle qui rencontre les critères légaux d'une agression sexuelle dans le Code criminel canadien. Donc, c'est vraiment très élevé et chez les femmes jusqu'à 65%. Donc, c'est des prévalences qui sont plus élevées que ce qu'on retrouve dans d'autres enquêtes populationnelles. Mais on pourra en discuter tout à l'heure si vous avez des hypothèses qui expliquent ça. Mais c'est sûr qu'on pense que le fait d'avoir présenté une étude là, qui portait sur le consentement sexuel, ça a peut-être attiré des gens euh, qui avaient une réalité ou peut-être plus sensibilisés sur ces enjeux-là. Mais voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est ben, intéressant au plan comme chercheuse. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, je vous disais 45% de la population qui rapporte avoir été victime d'agressions sexuelles, mais quand en fonction de vraiment d'une définition légale, mais quand on demande plus tard dans le questionnaire aux personnes est-ce que vous considérez que vous avez déjà été victime d'agressions sexuelles au cours de votre vie? Ben, c'est seulement 29% qui répondent oui à cette question-là. Donc, tantôt, on parlait de non-reconnaissance de l'agression sexuelle. Donc, on voit qu'il y a un certain décalage entre la définition légale puis la perception d'avoir été victime d'agression sexuelle dans cet échantillon-là. On a ce sont des données qu'on va analyser plus en détail prochainement. Alors, les résultats qu'on a obtenus, ben, dans un premier temps, euh, ouais, si on s'intéresse au niveau d'adhésion dans la population québécoise, ben, le constat qu'on peut formuler, c'est qu'une proportion importante de la population québécoise ne va pas exprimer un rejet total de différents mythes et préjugés sur l'agression sexuelle. Donc, c'est le constat qu'on brosse. En fait, euh, entre 14 et 76% selon les 26 énoncés qu'on avait dans l'enquête, entre 14 et 76% de la population québécoise n'exprimait pas un rejet de ces mythes relatifs à l'agression sexuelle, hein. Je vous disais tout à l'heure, nous, c'est comme ça qu'on l'a mesuré. On s'intéresse à quel point les gens rejettent, hein, oui, rejettent des croyances que l'on sait erronées. Donc, c'est à peu près la moitié des mythes évalués là, qui n'étaient pas rejetés totalement par la majorité de la population. Vous avez ici, je ne m'attends pas à ce que vous soyez capable de tout lire dans le détail, mais ça vous montre les 11 mythes et préjugés sur 26 qui n'étaient pas rejetés par au moins 50% de la population. Donc, c'est des proportions élevées. Euh, qui reflète une certaine forme d'ambivalence, une certaine forme de tolérance face à ces croyances-là. Puis c'est préoccupant parce qu'une adhésion même faible hein, à ces mythes va demeurer préoccupante parce qu'elle va façonner la perception de comment, comme société, on va considérer ce qui constitue ou pas une agression sexuelle, sur qui peut être cru, qui peut être tenu responsable. Donc, ça demeure pour nous quand même des prévalences préoccupantes. Je vous parlais de 11 mythes là, que vous voyez qui étaient qui n'étaient pas rejetés par au moins 50% de la population. Je vous en mets trois ici. Donc, si une femme ne dit pas non, elle ne peut pas affirmer avoir été agressée sexuellement. Donc, on pourrait dire seulement 50% qui rejetaient cette affirmation-là. Et seulement 35% de la population qui rejetait l'idée que les accusations d'agression sexuelle sont souvent utilisées comme une façon de se venger des hommes. Alors, donc, on voit bien ici un mythe qui décrédibilise les personnes victimes, les femmes dans ce cas-ci. Et les hommes n'ont généralement pas l'intention de forcer une femme à avoir une relation sexuelle, mais parfois ils s'emportent trop sexuellement. Donc, c'est seulement 28% qui rejetaient ce mythe-là. Voilà. Puis, donc, au-delà de documenter l'ampleur de cette adhésion ou en fait de ce rejet des mythes, on voulait s'intéresser évidemment à l'adhésion à différentes catégories de mythes. Est-ce qu'il y a des mythes pour lesquels
il y a une adhésion ou donc un rejet plus ou moins grand. La réalité, c'est que le constat important qui sort de cette question-là, c'est que les mythes et préjugés qui viennent remettre en question la crédibilité des femmes victimes d'agressions sexuelles sont les plus endossés dans la population québécoise. Vous voyez ici, vous avez les quatre sous-échelles dont je vous ai parlé tout à l'heure de l'outil, donc les 22 items répartis en quatre sous-échelles. Et on voit le score moyen entre 0 et 5 à chacune de ces sous-échelles-là pour l'ensemble de la population. Et ce qu'on voit, c'est que euh, la catégorie de mythes qui fait l'objet du plus haut niveau d'adhésion concerne les mythes qui remettent en cause la crédibilité des femmes victimes d'agressions sexuelles, puis qui vont refléter la croyance qu'il y a de nombreuses accusations d'agressions sexuelles qui sont fausses, qui sont inventés. Donc, ce sont eux qui suscitent le plus haut niveau d'adhésion. Donc, parmi les mythes dans cette sous-échelle-là, ben, vous en voyez, je vous en ai mis trois en bas qui font l'objet d'un rejet total par 23, 24, 35% seulement de la population. Euh, Comme par exemple, parfois les femmes qui disent avoir été agressées sexuellement ont accepté d'avoir une relation sexuelle, puis ensuite l'ont regretté. Donc voilà, donc des mythes qui font l'objet d'un faible rejet dans notre société. Je vous les ai déclinés de façon un petit peu plus précise ici. Donc, les mythes qui décrédibilisent les femmes victimes. Donc, je trouvais quand même intéressant de le présenter comme ça, hein. Donc, tous ces mythes qui se reflètent des croyances que de nombreuses accusations d'agression sexuelle sont fausses, sont inventées pour se venger ou pour obtenir un avantage. Donc, on voit qu'il y a quand même là un faible niveau de rejet en mauve plus foncé à gauche de ces différents mythes. Il y a les mythes qui déresponsabilisent l'agresseur, donc il n'en avait pas l'intention. Donc, vous voyez les différents mythes. Puis ce qui est intéressant ici de voir, je trouve, en présentant comme ça les différents items un à un, ben, c'est de voir que même si ces mythes-là représentent une sous-catégorie hein, qui viennent déresponsabiliser l'agresseur, mais on voit que le niveau d'adhésion peut varier de façon très importante d'un mythe à l'autre. Hein, donc, ce qui suggère quand même la pertinence de s'intéresser aux mythes, peut-être même de manière individuelle et pas seulement par catégorie. Vous avez les mythes qui blâment les victimes, hein. Elle l'a cherché, donc plusieurs mythes, ou encore ici, on voit des disparités importantes dans le niveau de rejet et donc d'adhésion, hein, qui reflètent cette tendance à croire là, que la victime a un rôle à jouer, elle était minimalement responsable de l'agression qu'elle a subie. Donc, parfois, là, vous voyez des niveaux de rejet total là, qui peuvent être très faibles. On essaie d'être optimiste. De quoi on peut se réjouir? Ben, entre autres, que le niveau d'accord avec les mythes qui minimisent la gravité de l'agression sexuelle était plus faible que celui des autres catégories. Donc, avec des prévalences de rejet total qui parfois frôlaient les 80%. Donc, si une femme ne se défend pas physiquement, on peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'une agression sexuelle. Donc, c'était 74% de la population qui rejetait, donc ce qui est vraiment une majorité. Donc, on peut quand même se réjouir. C'est comme si on constate que les croyances qui remettent en question ce qui constitue ou non une agression sexuelle euh, sont moins largement endossées. On peut quand même s'en réjouir. Donc, vous les voyez ici, ces différents mythes-là individuellement. Donc, vous voyez que les niveaux de rejet sont beaucoup plus élevés que pour les autres catégories on a vues précédemment. Ici, je vais peut-être insister un petit peu plus parce que je vous disais tout à l'heure que en plus des 22 items qui reflètent quatre grandes catégories de mythes, dans notre enquête, on a ajouté oui, volontairement, mais on a choisi quatre mythes qui reflétaient des agressions sexuelles subies par des hommes ou encore commises par des femmes
ou encore celles qui visaient des personnes homosexuelles. Et on voit qu'ils sont partiellement endossés par la population générale, mais avec des taux de rejet qui sont quand même élevés comparativement aux autres mythes et préjugés qu'on a documentés. Donc, c'est au moins la moitié de la population là, qui rejette ces différents mythes-là. Euh, Comme par exemple, voyez le dernier ici, 52% de la population rejette l'idée que les vrais hommes peuvent se défendre eux-mêmes contre une agression sexuelle. Mais il y a quand même là euh, presque la moitié de la population qui adhère au moins partiellement à un mythe comme celui-là. Et la dernière catégorie de résultats que j'ai à vous présenter concerne les caractéristiques associées à l'adhésion au mythe dans la population. Donc, évidemment qu'une fois qu'on documente qu'il y a une certaine adhésion, qu'il y a certains mythes qui font l'objet d'une plus ou moins grande adhésion, ben, c'est de voir est-ce qu'il y a des caractéristiques ou est-ce qu'il y a des populations qui sont plus susceptibles d'adhérer à des mythes que d'autres. Donc, c'est ce qu'on a documenté. Puis, je vous dirais que le constat général, c'est que ben, les hommes, euh, mais aussi, là, j'y reviendrai, vous serez peut-être étonné d'apprendre que les jeunes de 15-25 ans, tout comme les personnes âgées de 66 ans et plus, les personnes moins scolarisées font partie euh, des personnes, en fait, qui adhèrent davantage aux mythes et préjugés. Donc, je vous présente ça de façon un petit peu plus détaillée. Donc, vous avez ici les quatre grandes catégories dont on parle depuis tout à l'heure, avec des niveaux d'adhésion, avec des scores moyens d'adhésion, et on les a croisés avec le genre. Ce qui nous permet de voir quand même assez clairement que pour chacune de ces catégories de mythes-là, il y a une différence significative entre les hommes et les femmes, à savoir que les hommes adhèrent significativement plus que les femmes à chacune de ces grandes catégories de mythes-là que l'on a mesurées dans la population québécoise. Et là, je vous montre un autre graphique que je ne m'attends pas à ce que vous soyez en mesure de lire. Là, c'est pas ça le but de vous présenter ce graphique-là aujourd'hui, mais vous voyez à droite de votre écran, en fait, ce sont les 26 mythes pour lesquels on a mesuré le niveau d'adhésion dans l'enquête. Et vous voyez en violet foncé, c'est le niveau de rejet de ces mythes-là par les hommes. Et en violet plus pâle, c'est le niveau de rejet des femmes de chacun de ces mythes. Et ce qu'on voit visuellement très clairement et ce que je vous confirme, c'est que sans exception, pour chacun des mythes documentés dans l'enquête, le niveau d'adhésion, en fait, dans ce cas-ci, le niveau de rejet total était significativement plus faible chez les hommes que chez les femmes, donc conséquemment un niveau d'adhésion plus élevé chez les hommes que chez les femmes pour tous les mythes. Donc, ça reflète bien à quel point l'adhésion aux mythes et préjugés, c'est un phénomène qui est genré de façon très claire. Ici, on s'est intéressé aux différents groupes d'âge. Dans les enquêtes précédentes menées ailleurs dans le monde, il y a un résultat assez clair à l'effet que l'âge influence le niveau d'adhésion aux mythes et préjugés sur l'agression sexuelle, mais surtout avec une relation qui est linéaire. Donc, plus les gens sont âgés, plus ils sont susceptibles d'adhérer à des mythes et préjugés, c'est ce qui fait un peu, ce qui a du sens quand même. Mais nous, on s'est intéressé à le décliner en fonction de différentes catégories de mythes, mais aussi en sous-groupes d'âge. Puis on a bien fait de le faire comme ça parce que sinon, on serait probablement passé à côté d'un constat vraiment, euh, j'allais dire intéressant, mais je devrais dire préoccupant. C'est que les 15-25 ans, mais aussi les 66 ans et plus, apparaissent deux groupes d'âge particulièrement enclins à endosser les mythes et préjugés. Donc, si on prend la sous-échelle, donc ils n'en avaient pas l'intention, donc des mythes qui déresponsabilisent les agresseurs, en fait, le groupe d'âge des 15-25 ans et des 66 ans et plus euh, adhère significativement plus que les autres groupes d'âge à ces mythes et préjugés-là. Oui, oui, les 15-25 ans.
Et sur la sous-échelle, elle a menti, donc des mythes qui remettent en question la parole, qui décrédibilisent les femmes victimes d'agressions sexuelles. Ben, encore une fois, les 15-25 ans se démarquent avec un niveau d'adhésion plus élevé que des groupes d'âge plus âgés. Et les 55 ans et les 66 ans et plus également adhèrent davantage de manière significative aux croyances erronées relativement à cette sous-échelle-là. Donc, on voit que hein, c'est comme si aux deux extrémités du cycle de la vie, ces deux groupes qui apparaissent là, comme particulièrement vulnérables à l'adhésion à des représentations stéréotypées de la violence sexuelle. Donc, c'est pas juste une variation individuelle, l'adhésion aux mythes et préjugés. Ça semble vraiment là, s'inscrire dans des dynamiques sociales liées au genre, mais aussi à l'âge. Maintenant, on a fait le même exercice, mais pour le niveau de scolarité. Et là, on n'avait pas de grande surprise parce que nos données se comportent pas mal comme ce qu'on voit un peu partout dans le monde ou dans d'autres enquêtes et ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire que un niveau de scolarité plus élevé est associé à une plus faible adhésion à des mythes et préjugés pour l'ensemble des catégories de mythes de notre enquête comparativement à des personnes, donc des personnes qui auraient au moins un diplôme collégial ou universitaire. Ils adhèrent moins à des personnes qui auraient au plus un certificat là, d'apprenti ou d'une école de métier ou encore là, un diplôme d'études secondaires ou moins. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la victimisation sexuelle dans notre enquête avec des prévalences élevées. Donc, on a voulu voir est-ce que le fait d'avoir rapporté avoir été victime d'agressions sexuelles euh, au cours de la vie est associé à un niveau d'adhésion différent aux mythes et préjugés. Puis ce qu'on voit, c'est que, donc, vous voyez, dans la première catégorie, elle a cherché donc des mythes qui ont tendance à blâmer les victimes, donc des croyances erronées qui blâment les victimes. Mais ce qu'on voit, c'est qu'autant pour les hommes que pour les femmes, le fait de rapporter avoir été victime d'agressions sexuelles est associé à un niveau d'adhésion plus faible aux mythes qui blâment les victimes que les personnes qui n'en ont pas été victimes. La différence, elle est marginale chez les hommes, mais elle est plus claire chez les femmes victimes. Et ça s'est traduit aussi par à la sous-échelle qui minimise les agressions sexuelles. Donc, ou encore une fois, les individus, hommes ou femmes, qui ont rapporté avoir été agressés sexuellement, rapportaient significativement moins une adhésion moindre à des mythes et préjugés en lien avec ces croyances-là. Donc, euh, donc, le fait d'avoir été confronté à l'agression sexuelle au cours de sa vie, mais ça semble montrer un certain recul face à des fausses croyances, peut-être de percevoir plus clair, ça leur permet de percevoir plus clairement les effets négatifs des stéréotypes qui vont attribuer la responsabilité de l'agression à la victime plutôt qu'à celle, à la personne qui l'a commise. Donc, ça semble avoir un effet dans le niveau d'adhésion. Là, j'hésitais à vous présenter ces données-là aujourd'hui. C'est les derniers résultats que j'ai à vous présenter ce midi. On est en train de faire différentes analyses plus poussées avec les données qu'on a recueillies. Et il ressort quand même, peu importe la manière dont on l'étudie, je dirais, trois autres facteurs qui semblent aussi être associés à un niveau d'adhésion plus élevé, indépendamment de l'âge et du genre des personnes de la population. Dans un premier temps, il y a le statut de minorité visible, donc des personnes autres qu'autochtones qui euh, ne seraient pas de race blanche ou qui n'auraient pas la peau blanche. Donc, les personnes qui se sont identifiées avec ce statut-là de minorité visible étaient significativement plus susceptibles. C'était associé à un plus haut niveau, devrais-je dire, d'adhésion aux mythes et préjugés dans notre étude, ainsi que le fait de ne pas être né au Canada. Donc, on sait que l'adhésion aux mythes et préjugés, il y a une dimension culturelle importante. Donc, c'est ce que reflètent nos résultats, mais en même temps, en tout cas, je serais curieuse de savoir
ce que vous en pensez. En même temps, je trouve que c'est délicat. Mais en même temps, ça reflète aussi ce qui a été identifié là, dans d'autres études. Puis un résultat peut-être un peu plus contre-intuitif sur lequel j'aimerais aussi vous entendre, c'est le fait d'être actuellement aux études, donc indépendamment de l'âge, donc on contrôle pour l'âge et le genre dans ces analyses-là et on voit que de façon quand même clairement significative, le fait d'être aux études est associé à un plus haut niveau d'adhésion euh, aux mythes et préjugés. Donc, en tout cas, on va retravailler ces données-là. On va continuer à travailler sur ces données-là. On pourra rester à l'affût. On les présentera de manière plus raffinée dans d'autres diffusions prochainement. Mais voilà, je voulais peut-être lancer la discussion avec ces résultats-là aujourd'hui. Je vous l'avais dit, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je modère mon enthousiasme, mais en conclusion, je vois le temps qui file. Mais euh, nous, nos données nous permettent de conclure que il y a des idées reçues encore bien ancrées au Québec qui reflètent la culture du viol. Il y a de nombreuses idées reçues sur les agressions sexuelles qui demeurent profondément ancrées dans la population québécoise. On ne peut plus nier ce fait-là en disant il n'y a pas de culture du viol au Québec, on est une société qui se distingue, oui peut-être, mais il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Et surtout, un résultat important moi, j'ai envie de dire, me tient à cœur dans le sens de ce que je souhaite faire par la suite de ce constat-là, c'est à quel point la crédibilité des femmes victimes est sous le poids des mythes et des préjugés. Il y a des mythes et des préjugés qui persistent et qui continuent à jeter un doute sur la crédibilité des femmes victimes, qui vont contribuer à maintenir un climat de méfiance à l'égard de leurs paroles. Puis vous savez, au Canada, l'année dernière, Statistique Canada publiait des données d'une grande enquête qui révélait qu'une femme, pas une femme, une victime sur cinq, donc 20% des victimes d'agressions sexuelles dans la dernière année, qui disaient s'être confiées s'étaient sentis blâmés en raison des réactions de leur entourage quand elles se sont confiées. Donc, pour moi, quand on met nos résultats en lien avec ce constat-là, ça montre à quel point il est vraiment important d'agir sur comment on perçoit les victimes et quelle crédibilité on donne à leurs paroles. Et on ne peut pas nier non plus qu'il n'y a pas de groupes sociaux qui sont plus susceptibles d'adhérer à des mythes et préjugés liés aux agressions sexuelles. Clairement, nos données montrent que c'est un phénomène genré et aussi certains groupes là, plus susceptibles d'endosser à des croyances préjudiciables pour les victimes, à savoir les jeunes, les personnes plus âgées, les hommes, comme on le disait, et notamment les personnes qui ont un plus faible niveau de scolarité. Donc, ça devrait euh, nous orienter dans ce qu'on doit mettre en place, je pense. Et j'ai envie de conclure sur l'ouverture à une discussion avec vous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la question qu'on me pose souvent. Karine, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est pas si simple que ça. Notamment parce que des mythes et préjugés, c'est difficile à éradiquer. Hein, c'est complexe, ça intervient à différents niveaux qui s'inter-influencent et qui vont renforcer les autres. Hein. À quelle information on est exposé dans l'espace public? Évidemment, c'est plus difficile d'agir à ce niveau-là, mais que ça appelle à une action qui est concertée, à des actions qui sont concertées et à différents niveaux cibler les groupes sociaux plus susceptibles d'adhérer aux mythes et préjugés. Ça nous montre à quel point la violence et les agressions sexuelles, c'est un phénomène qui n'est pas individuel, mais qui concerne l'ensemble de la société. Donc, c'est le mot de la fin que j'aurais pour la présentation aujourd'hui. Puis, j'ai hâte de discuter avec vous, d'entendre vos questions, vos réflexions. Si vous êtes intéressé à avoir accès au rapport synthèse de certaines des données que je vous ai présentées aujourd'hui, il y a le code QR ici. Ce sont des rapports. Il y en a deux, vous voyez, l'autre, c'est l'autre volet dont je vous parlais plus tôt. Mais donc, des rapports qui sont disponibles sur le site de la chaire. Voilà. Et je vous dis merci et j'ai vraiment envie d'entendre vos questions et vos réflexions.